Matin Bonheur, vous le constatez, mesdames et messieurs, depuis le début de la saison, à des spécialistes dans tous les domaines. On n'a pas attendu le coronavirus pour avoir le docteur Djibril sur ce plateau. Il est venu plusieurs fois sur ce plateau nous parler d'épidémie et de tout ce qui est aux alentours de ces sujets-là. Et donc, avec beaucoup de plaisir, il revient aujourd'hui pour nous parler du Covid-19, mode de transmission, mesures d'hygiène. Docteur, aujourd'hui, ce sont les téléspectateurs qui seront les animateurs d'une certaine manière parce qu'on va prendre directement leurs questions. Première question, grâce à la dextérité de Jacques Brou qui réalise cette émission, on va parler de protocole de traitement. On écoute. La question aux spécialistes est la suivante. Que renferme le protocole de traitement et comment il est enclenché? Alors, le protocole de traitement, en fait, pour le grand public, ce que je voulais dire, c'est que lorsque quelqu'un vient d'une zone qui est en épidémie et que cette personne présente la fièvre, la toux, associée ou non à des éternuements, la personne doit se rendre dans le centre de santé le plus proche. Et au niveau de ce centre de santé-là, on va évaluer son état de santé. Et si cet état-là nécessite qu'on fasse des prélèvements, donc un prélèvement sera fait et il sera mis en observation. Si le prélèvement revient positif, en ce moment-là, la personne est confinée dans les centres de prise en charge que nous avons identifiés. Donc à ce niveau-là, les infectiologues qui sont dans ces centres-là vont mettre en place le protocole de traitement en fonction de l'état du malade. Maintenant, si la personne est négative, en ce moment-là, il y a également un traitement qui lui est prescrit parce que dans tous les cas, la personne vient à l'hôpital parce qu'elle présente des signes. Cela peut être lié soit au Covid ou du fait d'une grippe. Donc voici comment nous gérons actuellement ce genre de situation. Alors docteur, on a un second intervenant qui a une préoccupation à vous soumettre. Quelles sont les mesures de protection que dispose le personnel médical qui soit en face d'une personne qui soit atteinte du coronavirus? Les mesures de protection sont bien connues par nos collègues agents de santé. Devant tout cas de maladie, l'agent de santé doit porter d'abord sa blouse. Ensuite, si le patient est fortement suspecté de présenter la toux ou l'éternuement, l'agent de santé doit pouvoir porter un masque, une bavette, pour se protéger. Voici les grandes mesures. Et puis, secondairement, en fonction d'un certain nombre de situations, porter une paire de gants pour la prise en charge des cas. Ok, docteur, on va aller maintenant dans les transports en commun. On écoute la dame. Ma préoccupation est de savoir comment il faut se protéger quand nous sommes dans le véhicule, les moyens de transport en commun. Bon, lorsque vous êtes dans les moyens de véhicule en commun, je vous ai dit ceci. Quand vous toussez, vous éternuez, vous devez vous protéger votre environnement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous voyons de plus en plus des personnes qui ne présentent aucun signe et qui ont des bavettes. Je voudrais réitérer ici que les bavettes doivent être portées par les personnes qui présentent des signes, c'est-à-dire tout plus éternuement. Donc c'est celles-là qui doivent se protéger. Et pardon, porter ces bavettes-là pour protéger les autres. Voilà. Maintenant, puisque cela n'est pas encore entré dans les mœurs, donc celui qui pense qu'il est dans un milieu qui est très suspect de pouvoir, chose qu'on appelle, où il peut se contaminer, en ce moment-là, lui-même, il peut utiliser ce qu'on appelle cette mesure-là. Mais je conseille plutôt cette mesure-là aux personnes qui présentent des signes, tout associé ou non à ce qu'on appelle à des éternuements.
Justement, parlons de masques ou de bavettes, comme vous l'avez indiqué. La fréquence d'utilisation a interpellé une autre de nos intervenants. Docteur, j'aurais appris par des amis que les masques se changent chaque 3 heures. Donc j'aimerais que vous m'éclairez sur ce problème, bon, sur cette vérité au fait. J'aimerais savoir si le port des masques est pour les personnes contaminées ou non contaminées. Oui, on ne peut pas porter les masques toute la journée, je crois pas un seul masque toute la journée. Il y a une fréquence et il faut porter, le masque se change toutes les 3 à 4 heures. Parce que lorsque vous portez le masque vous-même, vous parlez. Et lorsque vous parlez, vous suivez ce masque-là. Donc déjà même votre salive, tout ça, suit le masque dans un moment donné, la transpiration et autres, et il faut pouvoir s'en débarrasser. Donc au bout de 3 à 4 heures, il faut renouveler le port du masque. Voilà. Docteur Djibril, quand on parle d'épidémie, quand on parle de pandémie, tout de suite on a dans un coin de la tête un vaccin. Les Ivoiriens s'interrogent également. Écoutez-moi. Bon, concernant le corona, bon, j'aurais appris qu'il y a un remède qui a été trouvé, comme un vaccin, voilà, qui a été trouvé. Et donc, j'aimerais savoir d'abord si est-ce que c'est vrai. Si c'est vrai, est-ce que ce vaccin-là sera à la disponibilité de tous les pays? Est-ce que, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les pays africains auront la possibilité de se soigner avec, voilà. Question à vous poser. Pour l'instant, il n'y a pas encore de vaccin. C'est pourquoi nous préconisons les mesures barrières et les mesures d'hygiène. Les mesures barrières, le port de masque pour les personnes qui présentent tout et éternuement. Les mesures d'hygiène, il faut se laver les mains fréquemment, soigneusement avec de l'eau et du savon. À défaut d'eau, utiliser les gels hydroalcooliques. Également l'hygiène de la toux. Il faut pouvoir tousser dans des mouchoirs propres et les jeter à la poubelle ou à défaut tousser dans le pli du coude. Je pense que déjà en observant ces mesures-là, nous pouvons éviter la propagation de cette maladie-là. Et puis, il y a l'ensemble des dispositions qui ont été énumérées par le gouvernement, les 13 mesures. Il faudrait également que nous puissions les intégrer afin de pouvoir combattre cette maladie. Alors, docteur Chérif, c'est clair que de plus en plus, nous nous retrouvons dans une certaine psychose et une certaine stigmatisation. On ne peut pas éternuer ou tousser à côté de quelqu'un sans qu'il ne vous regarde d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous êtes là. Dites-nous quels sont les signes véritables du Covid pour pouvoir vraiment indexer quelqu'un. En fait, le Covid, le diagnostic est fait au laboratoire. Donc, quelqu'un qui tousse ou qui éternue n'est pas forcément porteur du virus. Il peut avoir d'autres affections respiratoires qui entraînent une irritation de la gorge, donc la toux ou l'éternuement. C'est pourquoi nous conseillons à la population de se rendre à l'hôpital chaque fois qu'il y a des signes. Donc, c'est au niveau de l'hôpital que le médecin va faire le diagnostic après un prélèvement. Ouais. Donc, je peux être là tout à l'heure parce que je suis en train de parler et puis avoir une irritation, tousser. Ça n'a rien, à voir avec le Covid parce que ici, nous parlons de ce qu'on appelle les définitions de cas dans notre jargon. Pour être suspecté de porter le Covid, il faudrait que vous puissiez présenter d'abord fièvre, toux ou éternuement et qu'il y ait un lien, soit avec une personne qui elle-même a été confirmée pour ce virus-là ou que vous ayez fréquenté une zone en épidémie. Nous avons des zones qui ont été identifiées. Donc, si ces personnes, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous pouvez développer une autre maladie qui n'est pas le Covid. Les hypochondriaques, il faut aller mollo. Docteur, on a eu des personnes du pays d'où la pandémie vient qui sont arrivées à l'aéroport, 61 personnes. Qu'est-ce que ça fait aux médecins épidémiologistes? Vous êtes choqués ou bien ça ne vous dit rien? Non. 61 personnes débarquent comme ça. Choqués, non.
nous sommes là pour prendre les dispositions. Les gens rentrent. Moi, ma mission, c'est de pouvoir les identifier tous, donc qu'ils remplissent les fiches que nous mettons à leur disposition, qu'ils indiquent leur résidence au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'ils nous donnent un numéro sur lequel on peut les joindre. Parce que souvent, les personnes donnent les numéros de leur zone de provenance. Mais avant les numéros, il y a des mesures qui ont été dictées qui disent que des personnes qui proviennent d'un pays où il y a plus de 100 cas ne doivent pas entrer. Vous, l'épidémie, ça ne vous choque pas que 61 personnes rentrent dans le pays dans cette situation-là? Monsieur Govo, ils sont déjà rentrés. Moi, je ne spécule pas pourquoi ils sont rentrés non, ou spécule non. Pas, c'est de l'info, c'est la réalité. Voilà, ils sont déjà rentrés. Il n'y a aucune spéculation, c'est de l'info, c'est avéré, tout le monde le sait. Donc on ne spécule pas, c'est la réalité. Là. Oui, ils sont déjà rentrés, c'est ce que je veux dire. Ils sont déjà rentrés. Hélas. Maintenant, moi, je prends les dispositions pour éviter que ces personnes-là, si jamais elles sont porteuses de la maladie, ne la transmettent, je rappelle, dans la population. Donc, moi, voici, je rappelle, le niveau auquel moi je joue. Donc mon rôle, c'est de pouvoir les identifier, de pouvoir les tracer et de pouvoir les suivre pendant 14 jours. Justement, ça nous intéresse, votre circuit de suivi de ces personnes-là, parce qu'aux dernières nouvelles, et puis ça n'a pas été caché, ces personnes-là sont en auto-quarantaine. Comment est suivie cette auto-quarantaine par vos soins, vos services? Voilà, nous appelons cette quarantaine-là quarantaine volontaire à domicile. D'accord. Voilà. Donc, lorsque ces personnes arrivent, nous les sensibilisons sur la maladie, sur le mode de transmission et nous les conseillons de rester chez eux à la maison. Et nous avons les équipes qui les appellent de façon biquotidienne afin de nous assurer de leur état de santé. Il n'y a pas de visite à domicile? Il y a pour certains des visites à domicile. Et il y a pour d'autres les appels que nous effectuons. Maintenant, il y a des visites aussi inopinées. Ils doivent être vraiment bilingues. Ils parlent chinois, tout ça. Quand ils appellent, parce que ceux qui sont venus sont des Chinois, est-ce qu'on les appelle pour leur parler en chinois, en français, en anglais? Oui. Nous avons eu... non, quand la maladie s'est vissée en Chine, nous avons eu ce qu'on appelle la collaboration de l'ambassade de Chine, que nous tenons ici à remercier, qui nous a apporté un coup de main je m'appelle avec un traducteur qui facilitait notre communication. C'est ce traducteur-là qui vous permet, par exemple, d'appeler. Donc, les 61 personnes-là, vous pouvez nous certifier ici que elles ont été. Vous êtes en contact régulier avec elles? Oui. Par rapport à l'état de santé. Non, mais je ne vais pas me focaliser d'abord sur les 61 personnes. C'est toutes les personnes qui sont arrivées. Depuis que la pandémie a commencé, il y a plusieurs Chinois ou bien des personnes d'origine de pays avec plus de 100 qui sont rentrés. Non, nous adoptons les mêmes mesures pour toutes ces personnes. Les mêmes mesures pour tout le monde? Oui, pour toutes ces personnes. Donc, jusqu'à présent, je tiens à vous dire que nous avons suivi plus de 1000. Tout le monde est au même pied d'égalité? Pour ceux que je rappelle qui rentrent dans notre système, en tout cas. D'accord. Et justement, pour ces personnes, vous avez parlé de l'auto-quarantaine à la maison avec les appels, mais ces personnes restent chez elles. Mais on voit d'autres personnes qui vont les visiter. Oui, c'est ça la spirale vicieuse. C'est une auto-quarantaine active. En fait, tout cela, il faut pouvoir, ce qu'on appelle, le gérer. Et puis, il faudrait que nous appelions tous et chacun à une autodiscipline. Il faut avoir une démarche citoyenne, voilà, il faut être assez responsable. Mais parce que si vous allez chez quelqu'un qui, après, il s'avère que lors de notre suivi, elle devient positive, vous devenez automatiquement un sujet contact. Ouais. Et si vous êtes un sujet contact, vous rentrez également en confinement. Et ça, nous avons fait pour, je m'appelle, nous le faisons, et ça, c'est sans état d'âme. Donc, si vous apprenez que quelqu'un est venu d'une zone en épidémie, pendant 14 jours, il est préférable d'observer une distanciation avec cette personne-là. Vous attendez 14 jours, si vous devez faire d'autres activités, vous les faites avec la personne après. Mais pour la période de 14 jours, il n'est pas préférable. Parce que quand cela arrive, cela augmente la charge de travail de nos équipes.
Donc, il est préférable qu'on puisse suivre une personne qu'après, parce que 14 autres personnes, mais 15 autres personnes seraient rentrées en contact avec cette personne-là, que nous multiplions encore, ce qu'on appelle le suivi, avec ce qu'on appelle tout ce qu'il y a comme contrainte. Alors, dites-nous, en janvier 2020, vous étiez sur ce plateau, vous nous avez parlé du mode de transmission de ce virus-là. Est-ce qu'à ce jour, le mode d'infection a-t-il changé, docteur? Non, non. C'est la même chose. Il y a la transmission directe. C'est parce que quelqu'un tousse ou éternue près de vous à moins d'1 mètre qu'elle vous transmet la maladie. Mais comme je viens de le dire, à moins d'1 mètre, donc je peux éternuer, tousser ici et puis suer cette surface-là. Éternuement et puis éternuement, docteur. Il y a quelqu'un qui peut éternuer de la caméra là-bas jusqu'ici aussi. Hein? Bon, évitons d'éternuer. Voilà, donc, éternuons vivant. Si vous suivez cette table-là avec ce qu'on appelle cette digestion, que quelqu'un immédiatement vient après vous, rentre en contact avec la table, et après il porte. Parce que nous faisons des gestes que nous ne nous rendons pas compte souvent. Nous portons plusieurs fois ce qu'on appelle les mains et les doigts au visage. Donc ce geste-là peut occasionner l'infection. Également, les gens qui éternuent dans la main et qui ensuite se les frottent, lorsque ces personnes vont vous saluer, elles vont également vous transmettre et la salutation est une mesure prise qu'il faut éviter, la proximité dans les salutations. Alors, docteur, la dernière question. Vous êtes épidémiologiste. Sommes-nous en face d'un virus apocalyptique, vu ce qui se passe dans le monde? Un virus apocalyptique. 475 morts en une journée en Italie, ça fait peur. 475 morts. Bon, en fait, il faut dire qu'il y a des situations qui arrivent. Il faut les analyser de façon sereine. Et il n'y a pas de péril qui ne peut être affronté. Mais si nous cédons à la panique, le péril nous emportera tous. Donc, c'est le lieu d'appeler tous et chacun à beaucoup de sérénité, à beaucoup de discipline. Parce que c'est une maladie qui profite de l'indiscipline. Docteur, avant la toute dernière question avec la permission d'Alix, par rapport à notre métier, votre micro, quand vous êtes venu, c'est quelqu'un qui vous a mis le micro, tout ça. Cette proximité-là, dans nos métiers de communication, nos confrères qui vont en reportage, qui vont interroger, qui vont à l'extérieur, est-ce qu'on peut dire que la RTI, par exemple, prend plus de risques que les autres, honnêtement? En fait, c'est une maladie respiratoire. Donc, lorsque vous êtes dans un cadre où il y a des personnes qui pourraient présenter ou bien porter le virus, vous êtes, ce qu'on appelle, tout autant à risque que vous soyez à la RTI ou bien que vous faites ce qu'on appelle un autre métier. Mais s'il y a le contact, voilà, avec des personnes qui pourraient porter le virus, cela vous met, je ne pas forcément en danger. Donc, ce que nous disons, il faudrait pouvoir éviter ces contacts-là au maximum quand nous le pouvons. Voilà. Et se préserver tout simplement à base, avec les mesures qui ont été édictées, les 12 mesures et ce que vous venez de nous dire là. Merci infiniment, docteur Chérif, pour votre contribution. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour ce final de la semaine. On se reverra, si Dieu le voulant, lundi. Hey!